la technologie des LLM nous paraît vraiment intéressante pour attaquer de façon nouvelle des problèmes que les gens connaissent, comprennent et documentent depuis très longtemps. Et là, on parle d'une révolution sur le coût d'expérimentation, en plus des potentiels gains. Pour moi, c'est un défi pour les entreprises d'arriver à accompagner leurs employés dans cette révolution qui revient finalement à revoir les machines, non pas comme étant moins magiques, mais comme étant magiques de façon différente. It's gonna be dust. What does it say? Oh, there we go. It is us. Founders have a strong belief in the transformative power of technology. This is great. I'm very happy. Thank you very much, Dust. AI will probably be comparable to the computer. People who've studied human-computer interaction scoff at the fact that everything is new now because a lot of the theory around this has been mentioned for as long as we've had automatic machines. People who don't understand the shift that may occur in the workplace may be left behind or may have a harder time. Salut Gabriel. Bonjour. Merci de participer sur ce format de podcast. Pour te présenter rapidement, tu es le cofondateur et CEO de Dust. Vous êtes spécialisé dans l'IA générative et comment aider les entreprises à booster leur productivité en interne, notamment grâce à des assistants IA. Et l'entreprise existe depuis 2022. Vous avez récemment fait une levée en juin dernier, une nouvelle levée de 15 millions d'euros avec des fonds quand même assez connus comme Sequoia. De base, tu es un serial entrepreneur parce que tu avais déjà monté d'autres boîtes et dont une boîte qui a été rachetée par Stripe il y a plusieurs années. Et l'idée sur ce format, c'était en fait que tu nous partages un petit peu ton retour d'expérience sur la création d'assistants en entreprise et d'avoir également un peu ta vision du marché sur le futur des assistants, des agents aussi IA autonomes. On va rester sur un format 30-45 minutes et parce que ça reste un sujet quand même un peu chaud en ce moment dans le sens où de plus en plus de personnes utilisent les modèles d'IA classiques, personnes non techniques. Ils passent à, on va dire, à l'étape d'après qui va être de créer des GPT personnalisés, mais ils restent sur l'interface. Après, le challenge, c'est aussi d'intégrer ça dans leur process en interne. Donc, c'est là où vous intervenez. Et si tu peux commencer à nous expliquer, nous donner un peu plus de contexte justement sur Dust, comment l'idée vous est venue et quels problèmes vous essayez de résoudre. Oui, bien sûr. L'idée, en effet, tu l'as dit, c'est que il y a pas mal à faire à améliorer la manière dont les entreprises fonctionnent. Et la technologie sous-jacente, la technologie des LLM, nous paraît vraiment intéressante pour attaquer de façon nouvelle des problèmes que les gens connaissent, comprennent et documentent depuis très longtemps. Donc, toutes les entreprises comportent en interne des centaines, des milliers de process ou d'opérations plus ou moins manuelles, plus ou moins répétitives, valeur ajoutée plus ou moins forte. Et pour chacun de ces process, on pense qu'il y a une opportunité de faire mieux. Faire mieux, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire aller plus vite. Ça veut pas forcément dire aller plus vite. Ça peut vouloir dire que le résultat est plus fiable. Ça peut vouloir dire que le résultat est dans un format qui est plus facile à réutiliser. Ça peut vouloir dire que le résultat du process est mieux partagé au sein de l'entreprise. On parle souvent de problèmes de fluidité de l'information au sein de l'entreprise. Et donc, finalement, toutes ces opérations du quotidien, Dust, on se concentre sur les opérations en interne des entreprises. On pense qu'on peut apporter une plateforme qui permet aux entreprises de concevoir, de mettre en ligne et puis ensuite de maintenir des flottes d'assistants spécialisés sur l'ensemble de ces sujets. Ouais, très clair. Et justement, sur ces assistants spécialisés, toi, les assistants qui te viennent en tête, qui sont les plus utilisés par les entreprises, est-ce que tu en as quelques-uns à partager avec aussi peut-être des chiffres ou des éléments sur ce gain de productivité, de temps, de qualité Ouais, c'est une question un peu complexe à laquelle la réponse est un peu nuancée. Donc, tous les investisseurs qu'on a pu rencontrer nous demandaient toujours quels sont les cas d'usage les plus forts. La vérité, c'est que les cas d'usage, ils dépendent beaucoup des entreprises. Parce qu'il y a une usine de produits laitiers. Je parlais à une entreprise ce matin et une scale-up dans l'assurance santé vont pas avoir les mêmes process. Donc, les assistants les plus utilisés vont pas être les mêmes. Ce qui est intéressant et ce qui nous paraît vraiment crucial, c'est que c'est des assistants qui reprennent des briques, un peu comme des briques de Lego, qui elles sont relativement courantes. Donc, si on parle plutôt des briques de Lego, avec l'intelligence artificielle générative, on a beaucoup de capacité à faire un certain nombre de choses. Premièrement, de la recherche sémantique. Donc, la possibilité de rechercher dans plein de documents des résultats qui se rapportent à une question, pas simplement avec les mots-clés utilisés, mais avec
le champ lexical utilisé. Donc, si on parle d'une une table de bar et un meuble dans un endroit où on boit de la bière, il n'y a pas de mot en commun entre ces deux locutions, mais les deux sont dans le même champ lexical et ont ont une proximité sémantique forte. Ça, c'est un avantage important parce que ça permet aux gens de retrouver une conversation, un ticket, un process, un contrat, sans nécessairement se rappeler exactement du titre du document ou du nom exact du document. Donc ça, c'est un premier exemple. Et la recherche de contexte interne est un sujet sur lequel nos utilisateurs se portent très vite. Un autre sujet, c'est celui de l'extraction de données, de la donnée non structurée qui rentre et on veut en faire un flux d'informations structuré. Ça, c'est quelque chose que les assistants qui utilisent les LLM savent bien faire aussi. On leur donne des consignes, on va leur dire voilà, tu vas recevoir, ça peut être des emails, ça peut être encore une fois des tickets du support client, ça peut être des sites web qu'il faut aller visiter. Le flux d'informations va être dans un format qu'on ne sait pas trop prévoir, mais moi en sortie, j'aimerais récupérer un tableau ou alors du JSON pour les développeurs qui nous écoutent ou alors un format particulier qui, lui, va me permettre de faire ensuite mieux circuler l'information en interne. Ces cas de reformulation, d'extraction d'informations et de reformulation, on en voit beaucoup. Un autre cas, c'est celui de la traduction. Et je ne parle pas forcément de traduction d'une langue à une autre, mais d'un niveau de langage à un autre, par exemple. Dans des entreprises, on a souvent des incompréhensions ou des lenteurs qui sont dues au vocabulaire qui n'est pas partagé par tous. L'équipe technique comprend pas exactement ce que l'équipe de vente est en train de raconter. L'équipe de vente comprend absolument pas ce que l'équipe technique est en train de raconter, alors qu'en fait, on parle peut-être des mêmes produits, des mêmes aspects de notre technologie, on n'en parle juste pas avec les mêmes mots. Donc, d'arriver à fournir des résumés qui sont traduits d'un niveau de langue ou d'un langage particulier à un autre, c'est aussi un cas d'usage assez fréquent que les utilisateurs d'assistants Dust mettent en place, puisque ça permet vraiment de faire, encore une fois, mieux circuler l'information d'un point à un autre dans l'entreprise. Et puis, une quatrième famille de cas d'usage que moi je trouve très puissante et qui est beaucoup utilisée par nos utilisateurs, c'est la capacité d'utiliser, c'est un petit peu en fait une traduction d'un langage à un autre, mais d'utiliser des assistants pour pouvoir poser une question en langage naturel et d'y recevoir une réponse quantitative parce que l'assistant a été capable de transformer la question en une requête SQL qui va ensuite aller regarder dans une base de données, exécuter cette requête sur la base de données et en extraire la réponse quantitative. Tout le monde sait pas coder, tout le monde sait pas faire du SQL, mais beaucoup de gens dans une entreprise ont des besoins de données pour faire un rapport, pour comprendre une tendance, pour essayer de prendre un peu de recul sur le business et sur leurs chiffres. Et la capacité d'avoir dans sa poche ou sur son navigateur Internet ou dans Slack, on en parlait tout à l'heure, un assistant qui va comprendre cette requête, qui va la traduire en langage à la fois le langage interne de l'entreprise, puisque les développeurs de l'entreprise ont décidé du nom qu'avaient les bases de données et du nom qu'avaient les différentes variables auxquelles les gens veulent faire allusion, et la requête dans un langage particulier qui est la requête SQL pour pouvoir ensuite peut-être faire un tableau, faire un graphe, extraire des résultats quantitatifs. Donc ça, c'est les 4 grosses familles d'assistants qu'on voit, et je pense que on a plein d'assistants qui rentrent pas dans ces cas-là, qui sont parfois des cas assez complexes d'orchestration de process où on va utiliser à un moment de la reformulation, on va ensuite peut-être exécuter du code, on va ensuite réutiliser des LLM pour faire de l'écrêtage ou alors de la mise en page ou de la mise en forme, etc., etc. Chez nos clients, on est plutôt content de la multiplicité des assistants. La vision qu'on a, c'est que c'était pas forcément une meilleure idée d'essayer de tout faire avec un assistant unique. Assez à l'aise pour trouver l'assistant qui leur va bien. Et il faut juste qu'ils soient contents de la performance de l'assistant qu'ils utilisent. Un peu comme au sautier, on sait faire la différence entre un marteau et un tournevis. Mais il faut arriver à compter sur le fait que le marteau se comporte comme un marteau. Bon, les fonctions qui utilisent des assistants Dust, chez certains clients, c'est les ingénieurs qui nous utilisent le plus. Chez d'autres, c'est l'équipe de vente. Chez d'autres, c'est l'équipe de service client. Chez d'autres, c'est l'équipe de RH. Nous, on est surtout content quand il y a plusieurs équipes qui s'en servent. Et on est vraiment content quand on voit des scénarios d'utilisation qui sont au croisement d'équipes. L'équipe de vente peut demander de l'aide à l'équipe légale sur de la rédaction de contrat et de la négociation de contrat avec un prospect. C'est génial quand l'équipe légale nous dit nous, on a mis en place un assistant qui permet de répondre à certaines questions de base, qui permet de guider les équipes de vente sur des questions qui étaient assez répétitives et sur lesquelles nous, on n'a pas nécessairement de valeur ajoutée et où on se retrouvait à être un goulot d'étranglement, ce qui n'était pas nécessaire et ce qui ralentissait un peu le business. Et ça, c'est pour nous la preuve
que on est un peu en train de libérer l'information au sein de l'entreprise, qu'on est en train de fluidifier la manière dont le business se fait. Et c'est exactement la vision qu'on a et la mission qu'on s'est donnée. Mais top de partager ces patterns, enfin ces 4 grands types d'agents. Après, c'est vrai que ça dépend des entreprises en général, de leurs problématiques, de leurs process internes. Mais au moins, j'imagine que aussi pour beaucoup de personnes qui se lancent sur Dust, en général, les gens ont besoin d'idées sur lesquelles ils peuvent se baser des patterns pour se dire, ah ouais, on peut faire ça, on n'est pas forcément pensé. En termes de ROI, c'est peut-être difficile à mesurer, mais c'est quoi les KPI que même vous partagez en général ou que les clients aiment bien sur lesquels se pencher, quoi? Ouais, ça va dépendre des métiers. Ça peut être des jours hommes, ça peut être de la qualité. Sur certains assistants, on va pouvoir éliminer du temps de travail parce que l'extraction de clauses de responsabilité dans des contrats qui se faisaient au préalable à la main et qui maintenant se fait automatiquement, et les personnes sont capables de dire, ben voilà, moi j'arrivais à travailler sur tant de contrats par semaine, ou alors j'avais l'impression que faire ce travail d'extraction de ces clauses dans les contrats, ça me prenait tant de temps par semaine, et maintenant ça me prend beaucoup moins de temps. Et donc le ROI, il est mesuré sur une tâche ou sur un ensemble de tâches relativement discret. Si on parle de gain de productivité en moyenne, forcément on perd un peu signal parce que dans certains cas, on a un assistant et une personne avec cet assistant qui font le travail qu'une dizaine ou une quinzaine de personnes faisaient avant. Dans d'autres cas, on a des personnes qui nous disent j'ai l'impression de gagner plusieurs heures par semaine. Donc on parle là plutôt d'un ROI qui est de l'ordre de 5 à 10% sur certaines tâches, enfin sur l'ensemble de leur semaine, donc sans doute un ROI plus important sur la tâche en question, mais un gain de productivité. Et dans d'autres cas, c'est surtout par la qualité que les gens ont l'impression d'avoir fait progresser les choses. La capacité de mettre en forme un email pour rejeter un candidat après un processus d'interview long où l'équipe de RH se retrouvait à devoir passer un quart d'heure à se gratter la tête en disant sur la base du feedback des 15 personnes qui l'ont interviewé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à ce candidat tout en restant fidèle à ce qu'on est prêt à partager, mais peut-être sans partager trop de détails. Enfin, ça, c'est des assistants qui peuvent être créés pour générer rapidement un brouillon de communication qui là, enfin, ça fait gagner une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, mais aussi ça permet d'augmenter la qualité du feedback qui est fait parce qu'on va relever des choses qui étaient peut-être des micro-signaux qu'une personne avait mentionné dans un des interviews et qui vont quand même remonter dans l'email final qui peuvent servir aux candidats pour se préparer à des interviews futures. Je pense qu'on a aussi parfois des témoignages de qualité des conversations internes entre des équipes de support ou de service client qui avaient pas nécessairement le vocabulaire pour s'exprimer vis-à-vis d'équipes produits sur la façon dont les utilisateurs faisaient du feedback et qui se font aider et qui se font guider par des assistants qui vont dire bon, voilà, en ce moment en interne les priorités du produit on en parle avec telle dimension et donc quand quelqu'un vous fait du feedback plutôt que de vous essayer de nécessairement chercher dans quelle poche ou dans quelle dimension de développement de produit ça va, présentez-le à l'assistant et l'assistant va traduire en langage interne que l'équipe produit a décidé d'utiliser à quoi cette priorité est attribuée. Nous, en interne, c'est Dust, hein, c'est comme ça qu'on utilise des assistants qui vont trier le feedback qu'on reçoit de nos utilisateurs chaque semaine. On a décidé de travailler dans 3 directions particulières sur notre produit. L'intelligence, donc la capacité des modèles à être utilisés de façon plus pertinente et plus performante et la capacité des assistants à mieux répondre à des demandes ou des tâches complexes. L'ubiquité, la capacité d'être là où les utilisateurs ont besoin de nous. Donc, les utilisateurs veulent pas toujours aller nous chercher dans le navigateur ou sur Slack. Peut-être qu'ils veulent nous utiliser par API, peut-être qu'ils veulent nous utiliser dans une application qu'ils utilisent tous les jours et nous avoir directement au bout du clavier, etc., etc. Et troisièmement, l'agence, la capacité à faire les choses et pas simplement à suggérer une réponse, mais à aller directement écrire dans la base de données, écrire dans le document, ou fournir le document final. Donc ces 3 dimensions-là, elles sont importantes pour nous et on les regarde en permanence. On est une petite vingtaine de personnes chez Dust et on permet à n'importe qui de pouvoir filtrer le feedback qui est fait et de classifier sur l'un de ces 3 thèmes. C'est pas toujours évident quand quelqu'un dit bon ben voilà, moi j'ai l'impression que cet assistant arrive pas tout à fait à compléter la tâche que je lui donne. Moi je voulais un document final et pas simplement une réponse dans une conversation. Alors ça, c'est une demande d'agence. Et si demain, Edouard, qui travaille au sein de l'équipe produit, décide de dire, en fait, on va faire 4 catégories, c'est plus les 3 que je t'ai mentionnées, je vais rajouter une 4e catégorie qui est
je sais pas, résilience parce qu'on veut pouvoir fournir une solution qui automatiquement bascule d'un modèle à un autre quand un des fournisseurs de modèles peine ou est lent ou des choses comme ça. Bah, on va pouvoir utiliser cette quatrième catégorie en direct. Donc, encore une fois, je pense que la mesure du ROI, euh, c'est toujours une question intéressante pour moi parce que je pense que parfois elle relève de la fantaisie de la mesure. J'ai fait toute ma carrière dans le produit. Je sais qu'on est toujours tenté de dire qu'on n'améliore pas ce qu'on n'est pas capable de mesurer. Et c'est vrai, je pense qu'il faut avoir certains chiffres clairs sur lesquels on peut s'appuyer. En même temps, parfois, le feedback qualitatif très appuyé avec conviction par les équipes qu'on a envie d'aider est suffisant par rapport à un chiffre qui peut être un peu fictif. Donc, un membre de l'équipe légale, avocat de formation, dit oui, en fait, là-dessus, je suis en train de gagner énormément de temps. Est-ce que énormément, c'est Ouais. important de le quantifier ou est-ce que ça suffit de se dire, bah, c'est une personne assez clé, assez senior, qu'on n'a pas envie d'embêter avec des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, si elle nous dit qu'elle gagne énormément de temps, on va peut-être pousser dans cette direction. Et l'autre risque avec l'attachement à certains chiffres simples, c'est qu'ils décrivent assez mal une réalité complexe et que la productivité elle se rapporte donc au temps gagné. Si on veut rentrer dans la théorie, le temps gagné, en fait, pour une personne qui gagne un certain salaire, il va avoir une valeur pour l'entreprise très différente d'une autre personne. Moi, dans l'entreprise, quand j'utilise Dust pour préparer mes réunions hebdomadaires avec l'équipe, peut-être que je gagne que 5 minutes. Mais si jamais ça permet de mieux préparer une réunion qui rassemble 20 personnes de l'équipe et qui du coup coûte des milliers d'euros à la boîte parce que ces personnes-là sont dans une salle à écouter ce que je raconte, c'est un ROI qui est pas facile à mesurer, mais qui, à mon avis, reste hyper important à aller chercher. Le dernier point que je veux faire là-dessus, c'est que dans les ruptures technologiques, y a deux attitudes à adopter et nous, on se concentre plutôt sur les entreprises qui ont l'une de ces attitudes. On peut se dire, je ne fais rien tant que j'ai pas la preuve que j'ai les gains de productivité qu'il me faut. Ça, c'est une attitude. Je pense que pour adopter Slack, il faut se lever tôt pour arriver à mettre des chiffres sur la productivité que ça fait gagner. Je ne sais pas si j'ai lu de façon convaincante un chiffre qui m'ait expliqué les gains de productivité que Slack représentait. Et en tout cas, je sais que c'est pas ça qui m'a convaincu que je voulais utiliser Slack dans les entreprises, soit que j'ai montées ou qu'il y avait Slack dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Je faisais plutôt partie des entreprises qui se disaient, OK, en fait, dans le futur, les employés vont juste pas accepter de devoir se lever et marcher avec leurs pattes jusqu'à l'autre bout du couloir pour aller taper sur l'épaule du copain et leur poser une question bête qui prenait 2 minutes à résoudre. Et donc, en fait, est-ce qu'on veut faire partie des entreprises qui offrent à leurs employés la technologie qui leur permet de mieux faire leur travail ou pas? Et est-ce qu'on veut embrasser, enfin, se diriger vers ce futur plus vite ou moins vite? Et c'est ça, à mon avis, qui est aussi important à garder en tête, c'est que nous, on parle à des entreprises dont le leadership, dont la direction a vu d'assez près le potentiel de cette technologie, sait qu'il y a encore plein de choses à comprendre et à régler, mais se dit que la vitesse à laquelle ils peuvent exposer leurs équipes à cette technologie, les former, les aider à tester, faire l'expérience concrète de gain de temps ou encore une fois d'amélioration de la qualité de certaines tâches pour en bénéficier le plus rapidement possible. Et c'est pas des gens qui attendent des chiffres pour bouger, c'est des gens qui sur une conviction relativement appuyée, se disent que l'expérimentation Ouais, des fois, c'est vrai qu'on a peut-être, et moi-même, hein, j'ai tendance à faire parfois cette erreur d'être très pragmatique et d'analyser, de regarder les chiffres. je voudrais pas qu'on sorte de ce podcast en se disant en fait ça sert à rien de regarder les chiffres. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles c'est hyper important et je pense qu'il y a des situations dans lesquelles ça vaut que jamais. Mais l'exemple qu'on donne souvent, c'est les fameux arguments sur l'A/B test de la couleur du bouton sur le site pour comprendre si ça fait augmenter les ventes, quoi. Tout le monde n'a pas un master en stats. Moi, il se trouve que j'en ai fait pas mal, mais en stats, on comprend qu'en dessous d'un certain volume, les résultats de tests sont souvent pas significatifs et que donc ce qu'on mesure va pas forcément nous donner plus de conviction que de se dire en fait, on va aller dans une certaine direction, on va pousser, on va voir si jamais on réussit à récupérer à la fois qualitativement et quantitativement des choses qui nous renforcent. Mais on va pas réussir à prouver à 100% ça. Et puis sur certains scénarios, que ça soit 250% ou 280% d'augmentation de productivité sur certaines tâches, je vois pas ce qu'on gagne à se le dire en fait. Si en 5 minutes, quelqu'un qui utilise la techno se dit « Ok, j'ai fait en quelques minutes ce qui me prenait parfois 1 heure », est-ce qu'il faut attendre le chiffre précis ou est-ce qu'il faut y aller? C'est ça aussi Ouais. parfois que je trouve qu'on peut risquer à tout essayer de mieux. Mais moi, le Mais premier, ouais, avoir la donnée, c'est important et à la fin des fins, on fait les comptes en se disant est-ce que ce qu'on a acheté nous rapporte plus que ce que ça nous a coûté et donc on va devoir un peu
faire Et ouais, le point, c'est pas de se baser que sur la productivité, de se rendre compte qu'il y a aussi des effets de bord. Du coup, quand on utilise par exemple Dust ou un outil comme ça qui améliore la communication, c'est vrai que même moi dans ma présentation, j'ai pas mal axé sur la productivité et donc lié au temps et au gain de temps. Mais il y a d'autres effets de bord, donc tu as mentionné pour améliorer la communication et on s'en rend pas forcément compte à première vue. Mais c'est vrai que souvent quand les entreprises, quand ils prennent des décisions, ils s'appuient sur un ROI qui est assez explicite ou qu'ils estiment pour se dire, ah, on va investir du temps sur Dust. Comment vous arrivez à pousser cette vague dans les entreprises de chez vos clients? C'est intéressant. Alors, juste pour revenir sur ce que tu appelles effet de bord, moi, je parlerais plutôt d'externalité. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Ok. c'est pas un effet de bord, c'est juste qu'on est généralement, nous les humains, assez mauvais à modéliser les systèmes dans lesquels on est. On peut parler du PIB. Est-ce que le PIB, c'est une bonne mesure de la richesse d'un pays? Voilà. Comme on dit souvent, les économistes ont prévu 7 des 2 dernières crises économiques. Enfin voilà, on est toujours rassuré par les chiffres et les modèles et la théorie, et en pratique, les choses sont un petit peu plus complexes et plus nuancées. C'est pas forcément grave. Parfois, la différence est importante, parfois elle n'est pas. Donc voilà, dans les externalités positives, moi je pense il faut en effet se dire que c'est compliqué de mesurer l'externalité positive de la fluidité de l'information, de la véracité de l'information, de la capacité de permettre aux gens de ne pas devoir se répéter pour faire circuler l'information. C'est compliqué, je ne sais pas si jamais j'arriverai à la mesurer, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et puis on parle aussi d'une technologie qui a un peu saisi l'imaginaire de tout le monde en 18 mois. C'est-à-dire que vous êtes à la tête d'une entreprise de 500 personnes aujourd'hui, il y en a à peu près 450 qui ont déjà essayé ChatGPT chez elles le week-end. Même si c'était pour un scénario un peu ludique ou juste pour se rendre compte de la technologie, elles ont compris que ça pouvait avoir des performances et des résultats étonnants. Donc, est-ce qu'en tant qu'employeur, vous allez être ceux qui vont dire, et d'ailleurs, c'est une technologie qu'on veut surtout pas utiliser, on n'a absolument rien à faire là-dedans, je pense que ou est-ce que vous avez la curiosité de vous dire, OK, bah, parmi mes collaborateurs, est-ce qu'il y en a qui se sentiraient de commencer à essayer d'appliquer ça dans leur quotidien? Je pense qu'il y a aussi vraiment une vision décentralisée de la quête de cette productivité. En général, on avait toujours besoin de chiffres de ROI précis pour les grands chantiers informatiques, parce qu'on faisait des grands chantiers informatiques de façon centralisée, parce qu'on embauchait un intégrateur et des dizaines de développeurs qui allaient à temps partiel travailler sur un gros chantier de transformation digitale. Alors, ça coûtait des millions et des millions, donc il fallait vraiment être sûr de ces chiffres. Et puis ensuite, on mesurait bien les chiffres pour pouvoir taper sur les doigts du consultant ou de l'intégrateur si on n'était pas au rendez-vous. Et là, on parle d'une révolution sur le coût d'expérimentation, en plus des potentiels gains. Quelqu'un avec 2 heures de son temps, une formation assez limitée dans ce que ça peut représenter, on a très très souvent des utilisateurs qui nous disent, ben voilà, en un workshop, en 2 workshops, on a découvert des cas d'usage, on a trouvé des communautés de champions en interne qui maintenant développent pour leurs collègues, pour leurs équipes, des assistants sur des scénarios que nous, on n'avait absolument pas anticipé. Donc il y a aussi, à mon avis, l'état d'esprit de donner des outils puissants à des équipes dont les opportunités d'améliorer les opérations et les process qui les concernent sont parfois pas immenses et donc bénéficient pas de planification centralisée, d'un gros projet avec un cabinet de conseil prestigieux et de toute cette attention qu'on a pu avoir sur ça. Donc sur les gains de ROI immenses qu'on attend de déplacer son usine d'un pays à l'autre, ça c'est un gros projet, faut pas se tromper. Puis l'usine c'est compliqué à reconstruire. Mais sur le fait d'essayer un processus à la main avec l'aide d'un assistant et de regarder les deux et de se dire, OK, franchement, il n'y a pas photo. Je pense que le coût de test est à prendre en compte. Et le coût de test a beaucoup baissé. Ça, c'est une autre variable qu'on utilise rarement dans les analyses de ROI. Et donc, nous, en fait, tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour pousser. En fait, on guide et on inspire, mais on pousse pas beaucoup. On a juste construit un produit qui au cœur de son ADN, essaye de donner aux gens les outils pour comprendre, pour pas les mystifier. On n'a pas fait une boîte noire en disant, regardez, c'est des assistants magiques, essayez surtout pas de comprendre comment ils marchent. Ils vont répondre, ils vont vous permettre de faire des transcripts de calls si vous êtes dans telle ou telle industrie. Et si vous êtes dans une autre industrie, il faut acheter l'autre assistant qui permet de faire les transcripts pour cette autre industrie. Mais on va pas vous expliquer que le changement entre les deux, c'est juste un changement d'instruction que vous pourriez faire à la main vous-même. Au contraire, on préfère montrer les modules, les briques de Lego, et que les gens se soient inspirés de tester, d'expérimenter et de construire eux-mêmes. Le futur que j'appelle de mes voeux, mais qui à mon avis est en train de se dérouler devant nos yeux,
c'est que la technologie est devenue quasiment universellement accessible. On n'a plus besoin d'avoir une formation de développeur pour parler à une machine. Donc, là où aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à assez récemment, les seules personnes dans une entreprise qui étaient capables de sculpter et de mouler à leur désir les moyens de production, c'était les développeurs informatiques. C'est eux qui pouvaient changer la façon dont la machine qu'ils utilisaient tous les jours se comportait et qui, du coup, parfois le faisaient pour eux-mêmes et ensuite le faisaient pour les autres départements. Et maintenant, on a la capacité de sculpter, de mouler, d'adapter les outils de production autour de soi sans avoir ces compétences. Donc, la façon dont le quotidien d'un certain nombre de métiers va être changé, peut-être même bouleversé, elle est accélérée par le fait que les experts métiers, comme on les appelle souvent dans ces grands projets de transformation digitale, les personnes qui font le taf, les personnes qui comprennent le mieux les tenants et les aboutissants de leur process et qui justement comprennent la nuance de gain de temps qui peut parfois cacher des pertes immenses à long terme, etc. Les personnes qui sont vraiment les mieux placées pour décider de la forme idéale de l'outil, elles ont aussi les moyens de créer l'outil. C'est ça que je trouve assez puissant et c'est pour ça qu'à mon avis, on sous-estime d'une part la vitesse et d'autre part l'impact de ces transformations parce que on va avoir une transformation beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus décentralisée et à mon avis assez surprenante à bien des égards. Ouais, et après, sur ce coup d'expérimentation dont tu parles, quel est ton regard sur beaucoup de personnes qui s'essayent sur des cas, parfois aussi surestiment la capacité des modèles et vont être un peu frustrés du résultat et se limiter à ce résultat ou sinon des personnes qui sont déçues et frustrées de cet aspect parfois aléatoire des résultats. En fait, ils ont du mal à faire confiance à un modèle qui va pas tout le temps répondre la même chose et peut se tromper. C'est quoi ton regard sur ces personnes qui doutent en fait? J'ai énormément d'empathie et de compréhension. On a passé depuis la Seconde Guerre mondiale un petit peu moins de 8 décennies à expliquer à tout le monde, si vous travaillez à un bureau, on va vous donner des machines et ces machines, elles sont magiques. Quand vous appuyez sur les mêmes touches, vous avez le même résultat. Ça fait 80 balais qu'on dit à tout le monde qu'ils travaillent avec des calculettes de plus en plus intelligentes. Et là, maintenant, depuis 2 ans, on leur dit attention, c'est plus une calculatrice, c'est une machine stochastique. Et donc, en fait, elle peut vous faire gagner plein de temps aussi, mais elle répond de façon un petit peu aléatoire. Cet aléatoire, il peut être grave ou il peut ne pas être grave, ça dépend des cas. Et en fait, ce qu'on est en train de devoir faire, c'est de reformer l'intégralité du secteur, de l'économie de l'information, de gens qui vivent devant un ordinateur et qui travaillent devant un ordinateur, à la capacité de gérer des distributions. Quand en maths, on étudie les fonctions, on commence par les fonctions simples, et ensuite on étudie les distributions. Et l'idée que, ce qui compte, c'est pas la valeur du point prévisible, mais c'est que le point, il est plus ou moins dans cette zone-là. Et ça a beaucoup de valeur quand même de savoir qu'il est plus ou moins dans cette zone-là. C'est juste qu'il faut commencer à agir de façon, il faut agir en conséquence. Donc je pense qu'il faut accompagner ces personnes à comprendre en quoi le résultat aléatoire peut ou pas être un problème. En fait, il utilise 2 adjectifs qui sont synonymes, c'est pas très grave. Si en revanche il utilise dans un cas une réponse positive et dans l'autre une réponse négative pour la même question, là c'est un problème. Donc, il y a des stratégies pour minimiser les risques. Donc on peut parler de stratégie de minimisation des hallucinations, c'est un peu ça qu'on sous-entend. Ouais. Et ces stratégies-là, elles reviennent en fait, nous on l'observe pas mal, à faire de la spécialisation d'assistants. C'est-à-dire que plus un assistant est précis, plus le scope d'information auquel il a accès est précis, plus les conditions d'utilisation sont prévues, et plus les interactions que les humains ou les agents, les utilisateurs de l'assistant ont avec sont comprises et codifiées au moment de construire l'assistant, moins on a de comportements aléatoires. Mais encore une fois, plus on va sur un site ChatGPT, on lui demande des choses un peu magiques et parfois il a raison et parfois il a tort et on est très content de montrer qu'il a tort et de se dire ok, il faut tout jeter. Ouais, c'est pas nuancé quoi. C'est un petit peu brut. Donc en fait pour moi c'est un défi pour les entreprises d'arriver à accompagner leurs employés dans cette révolution qui revient finalement à revoir les machines non pas comme étant moins magiques, mais comme étant magiques de façon différente et à faire comprendre à des gens qui n'ont pour la plupart pas de formation en stats ce qu'est une machine stochastique. Elle est quand même, elle peut être très utile quand elle est bien utilisée
et bien calibré. Voilà. Donc nous, on pense que c'est ces deux stratégies-là. Formation à l'outil qu'on utilise, compréhension des risques et des avantages, et ensuite spécialisation des assistants sur des scénarios qui sont précis et qui du coup permettent de guider et de monter la performance. Et je rentre pas dans le détail des stratégies qui permettent de se spécialiser. Il y a même certains scénarios où on pourrait dire que le fine-tuning de modèle pourrait avoir sa valeur. Nous, on pense que c'est souvent une mauvaise idée pour la plupart des cas auxquels nos utilisateurs nous demandent de faire appel. C'est-à-dire qu'en fait, le fine-tuning sur de la donnée d'entreprise, c'est pas toujours une bonne idée. Ça dépend. Il y a des scénarios où c'est très utile, il y en a d'autres où c'est pas utile. Dans la recherche documentaire, la structuration d'informations, aujourd'hui, c'est pas une stratégie gagnante par rapport à celle d'utiliser des modèles à performance maximale avec des guides bien construits. C'est pas une stratégie gagnante là-dessus. Si tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que c'est un format de documentation qui est pas très bien respecté pour les modèles? Est-ce que c'est une quantité? C'est quoi les facteurs? Pour entrer dans le détail des scénarios dans lesquels le fine-tuning n'a pas beaucoup de sens, en fait, les modèles les plus performants, faut les voir comme étant des modèles qui ont vu énormément de choses, beaucoup plus de choses que ce qu'on a tendance à imaginer, et qui en ont tiré un certain nombre d'enseignements qui sont représentés dans les poids de la matrice du modèle. Et ensuite de leur dire, ok, mais moi maintenant je vais t'apprendre entreprise, je vais te montrer mon entreprise et je vais te dire qu'il faut que tu répondes de façon un peu adaptée au fait que c'est mon entreprise. On risque d'endommager le cerveau de ces modèles. On risque en fait de casser les manières subtiles dont les corrélations entre les poids des différents éléments de cette immense matrice étaient agencées sans s'en rendre compte. Et donc pour sursimplifier à quoi ça ressemble, c'est de dire voilà, moi je suis Louis, je travaille de cette façon-là, donc je vais te montrer comment je travaille et maintenant je vais te demander de travailler de cette façon-là. Et attends, ok, avec qui est-ce que j'ai parlé hier? J'ai parlé avec Louis. Comment est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'appelle mon prochain projet? Il faudrait que tu l'appelles Louis. En fait, c'est quand on a tellement tourné le modèle dans une direction très précise avec un petit corpus de données. Encore une fois, l'ensemble des données d'une entreprise est très petit par rapport aux données que ces modèles ont vues et sur lesquelles elles ont apprises. On peut en tordre. Alors, c'est une simplification parce qu'il y a des scénarios dans lesquels ça marche très bien, en particulier sur certaines tâches dont l'arc est très bien compris et où en fait on fait pas on n'est pas en train d'essayer de l'adapter sur la donnée finale, mais on est en train d'essayer de l'adapter sur le geste. J'utilise un peu des métaphores, mais dans ces cas-là, ça peut avoir du sens. Le fine-tuning sur des tâches ou le fine-tuning sur certains comportements. D'ailleurs, en fait, les modèles qu'on utilise sont fine-tunés sur le comportement conversationnel. Ce qu'on appelle le RLHF, les modèles qui sont instruction following, et c'est des modèles qui ont appris à avoir des conversations avec des humains, donc en particulier c'est des modèles qui ont appris à s'arrêter. Parce que c'est pas évident qu'un modèle ait envie de s'arrêter, hein. On pourrait très bien imaginer qu'il continue sa réponse à l'infini, puisque finalement il a toujours une probabilité à donner aux mots qui viennent après le dernier qu'il a écrit, donc pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait? Il va s'arrêter parce qu'on l'a entraîné sur un certain nombre de conversations où il s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un échange et donc il fallait s'arrêter pour que l'autre puisse reprendre la parole, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation du modèle qui est utile et qui a son efficacité. Et tu parlais des agents spécialisés. Tu crois beaucoup pour basculer un petit peu sur ta vision des assistants IA. Du coup, tu crois beaucoup en assistants spécialisés, en multi-assistants spécialisés dans une entreprise. Comment tu vois, parce que là, il y a quelques années, donc on a eu la possibilité de créer des versions personnalisées de ChatGPT et d'avoir des assistants par API. Il y a de plus en plus des agents autonomes, plein de solutions, il y a quelques solutions qui existent sur les agents autonomes, plus ou moins performantes. Mais toi, comment tu vois les choses sur les étapes au fur et à mesure où on va rentrer de plus en plus dans une automatisation avec des agents, tout en gardant quand même parfois des validations humaines qui sont nécessaires. Et il y a toujours ce degré peut-être d'incertitude sur des tâches qui peuvent être sensibles. Je crois que tu as répondu. On va aller vers un monde avec de plus en plus d'automatisation, tout en gardant des étapes de validation sur les moments où c'est important. En fait, la réponse dépend du scénario auquel on parle, quoi. Si on parle d'un agent ou d'un assistant médical qui doit écrire des ordonnances, on n'y est pas encore parce que je pense que la technologie est pas assez robuste pour permettre de remplacer avec une bonne gestion du risque le type de profil de risque auquel on est exposé. Dans certains scénarios, l'automatisation est, à mon avis, pertinente parce que le profil de risque permet de le faire. C'est un peu comme les voitures autonomes, hein. Les voitures autonomes,
on a considéré qu'on pouvait les laisser circuler dans San Francisco à partir du moment où on s'est rendu compte que au kilomètre, elles créaient beaucoup moins d'accidents que les humains, quoi. Encore une fois, c'est une gestion des distributions. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un moment magique où on va tout d'un coup avoir des agents qui ne se trompent jamais. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre ce moment pour déployer des agents sur des scénarios de travail. Il faut comprendre le risque auquel on expose son entreprise, son équipe ou auquel on s'expose soi en faisant de l'automatisation. Quel est l'upside? Quel est le downside? Et comment est-ce que je fais le rapport entre les deux? Et ce rapport, il est hyper nuancé d'un cas à l'autre, hyper précis d'un cas à l'autre. Et encore une fois, je pense que de façon décentralisée, les équipes qui s'en chargent au quotidien sont les mieux placées pour faire cette équation-là. Ce qui est, Ouais. ouais, ce qui est difficile, c'est que je trouve, on a parfois le sentiment de dire, imaginons, un humain, il va se tromper un cas sur 10. La machine, elle va avoir 5% d'erreur, mais on va quand même se dire que on préfère avoir 2 fois plus d'erreurs par un humain en se disant que peut-être qu'on a un peu le contrôle pour former la personne, faire en sorte qu'elle réduise un petit peu son nombre d'erreurs. En fait, c'est un peu contre-intuitif notre manière de penser. Ah, Ta manière de penser, moi, je sais pas si je réfléchis comme ça. Moi. en général, en entreprise. Non, mais je pense qu'on a des biais, on a nos biais cognitifs et donc on a parfois l'impression que l'humain, parce qu'il est présent, gère mieux la situation. Bon, c'est une impression, c'est pas toujours vrai, quoi, en fait. De la même façon que quand on se fait poser des questions par quelqu'un qui met une blouse, on a tendance à répondre en disant plus la vérité que quand quelqu'un met un t-shirt et une casquette. Voilà, ça c'est bien documenté. On sait tous qu'on est exposé à ces biais cognitifs face à l'autorité, face à l'humain, face à l'inconnu, face au robot. La uncanny valley, en robotique, c'est cette espèce de point un peu bizarre où plus on rend les robots humanoïdes ressemblants, plus la réaction des humains est positive, jusqu'à un certain point où elle est brutalement négative, parce que en fait, les humains ont peur de pas savoir s'ils ont affaire à un humain ou à un robot, et cette peur-là génère une réaction adverse. C'est aussi un phénomène. Je pense que euh, l'automatisation comme volonté à tout prix, encore une fois, ça dépend des cas. Moi, automatiser l'ensemble des camions qui se baladent dans des mines où il peut y avoir des émissions de gaz toxiques ou des explosions qui mettent en péril la vie de personne, moi je suis pour. Euh, Automatiser certains processus de gestion de flux d'informations complexes où l'erreur humaine a montré qu'elle était responsable d'accidents et où on a des preuves assez robustes de réduction de ces erreurs quand on enlève le facteur humain, je vois pas pourquoi je serais contre. Ensuite, dans une entreprise, je pense qu'en fait, on n'est jamais en train de penser à automatisation ou on parle d'augmentation. On est en train de penser à un contexte d'entreprise. Est-ce que mon entreprise elle est en croissance? Est-ce qu'elle est en décroissance? Est-ce que j'ai plus peur de voir mes coûts augmenter ou est-ce que j'ai plus peur de laisser mes compétiteurs gagner des parts de marché? On va pas modifier sa stratégie d'entreprise de la même façon en fonction de ces risques-là. Donc nous, dans les entreprises avec lesquelles on bosse, la réduction des coûts par de la productivité ou par des gains avec les assistants, elle est en fait pas comprise comme l'opportunité de voir ces personnes quitter l'entreprise. Elle est plus vue comme une opportunité de faire grandir l'entreprise différemment et de faire que les tâches et le mix de tâches que les personnes dont le quotidien est amélioré ou modifié par la présence de ces assistants puissent ensuite s'inscrire différemment dans la création de valeur de l'entreprise. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire et les employés d'une entreprise sans chercher à les remplacer. Et la raison pour laquelle moi je trouve que toute chose égale par ailleurs c'est un peu plus positif, c'est évidemment que du coup on n'est pas juste dans une logique de bon quand est-ce qu'on peut licencier tout le monde, c'est plutôt de se dire ok les personnes ont cette interface avec la machine, cette interface il n'y a pas besoin de se dire il faut absolument la faire passer, la faire disparaître, on veut plus qu'un côté de l'interface, on veut juste la machine. Il faut peut-être aussi se dire comment est-ce qu'on peut rendre l'interface meilleure. Pourquoi est-ce qu'en 2024, les gens sont encore à se demander comment on fait un copier-coller avec le bon format, quoi. Comment est-ce qu'on est encore en train de perdre du temps à recopier dans un email quelque chose qu'on a vu sur un autre document parce qu'on n'a pas le droit dans son logiciel de prendre le document et de le mettre dans l'email. Enfin, c'est à ça aussi que je pense que on devrait voilà, être moins tolérant et les uns, on devrait être moins tolérant vis-à-vis du software. On devrait lui en demander plus. Et c'est un peu à ces scénarios-là qu'on s'attaque volontiers. Ok. Et
Là, pour basculer un petit peu sur toi, ta vision de Dust dans les prochaines années, comment tu vois la manière dont vous allez accompagner les boîtes justement dans ce nouveau monde, dans ce changement d'état d'esprit, d'organisation interne? C'est quoi, sans parler de fonctionnalités précises, mais plutôt d'état d'esprit en général et de réorganisation? C'est quoi, ça va être quoi vos gros challenges dans les années à venir et ce que vous souhaitez faire? Ouais, mais c'est un peu les piliers dont je te parlais, quoi. C'est pilier intelligence, ubiquité, agence, et puis le sujet de la maintenance, quoi. C'est-à-dire que, en fait, dans des très grandes entreprises, parfois les logiciels sont vétustes, pas parce que les gens sont moins intelligents et qu'ils se sont pas rendus compte que le software avait fait beaucoup de progrès entre-temps, mais parce que le coût de modification du fonctionnement interne de l'entreprise pour s'adapter à un nouveau logiciel est tel que il en devient rédhibitoire. Et 10 000 agents ou 10 000 employés à une nouvelle façon de faire les choses, ça fait très peur, c'est très lent, c'est très compliqué, c'est très coûteux, etc. Donc, je pense que la vision pour nous, c'est d'accompagner des augmentations locales, décentralisées, de performance des employés, pour leur permettre de ne pas avoir à tout remettre en question et à tout changer, mais pour créer ce tissu, cette couche opératoire horizontale qui améliore le fonctionnement de l'entreprise. Que gérer la flotte d'assistants qui va se balader au sein de l'entreprise pour aider les équipes jour après jour, c'est le sujet de la maintenance, que ça dure dans le temps, que ce soit robuste, que Sandrine qui avait créé l'assistant de design et qui marche super bien et que tout le monde adore, mais qui maintenant a quitté l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de cet assistant? Comment il se gère? Comment est-ce qu'il se met à jour? Comment est-ce qu'il continue à être au top de la performance? Comment est-ce qu'on arrive à pas devoir nécessairement faire un doctorat en IA pour comprendre quel modèle est le plus adapté à tel ou tel scénario? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dust pour dire bon bah on a changé des choses sans que vous vous en rendiez compte parce qu'on pense que ça va améliorer la performance. On vous donne le choix d'accepter ou non ces changements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des utilisateurs qui eux sont très clairs sur ce qu'est la valeur. Ils voient très bien quand les choses marchent et quand les choses marchent pas, mais sont pas nécessairement experts dans les composants du produit qui vont permettre de réaliser cette valeur. Très clair. Et pour terminer là sur les quelques minutes qui nous restent, une phrase, les erreurs les plus courantes que tu as vues sur l'IA générative des personnes qui souhaitaient utiliser l'IA, quelle erreur tu as en tête et comment les éviter un petit peu sur les entreprises qui souhaitent utiliser l'IA? Ouais, je pense que les entreprises qui ont à tout prix voulu ajouter de l'IA dans leurs produits, je pense que l'erreur la plus classique, c'est de l'avoir fait quand ça n'ajoutait pas de valeur pour les utilisateurs. L'IA, mais que ça nous embête plus qu'autre chose, que ça marche pas bien, que ça remplit pas le contrat que ça doit se fixer. Ça, je pense que c'est l'erreur à la fois la plus courante et peut-être la plus facile à éviter, quoi. La question simple qu'il faut continuer à se poser, c'est est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça rend la vie de nos utilisateurs meilleure ou pas? Et si Ouais. ça la rend pas meilleure, pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire? Euh, dans la manière d'utiliser des assistants en interne, je pense on a vu des entreprises vouloir à tout prix tout construire en interne parce que c'est mieux de tout construire en interne. Et je pense que dans certains cas, c'était aussi parce que les équipes informatiques étaient très contentes de pouvoir bosser sur un projet qui avait de la Gen AI parce que c'était assez rigolo et que c'était nouveau. Et là, pour le coup, l'erreur, à voir si ça sera une erreur pour tout le monde, je pense que ça dépend des cas, encore une fois, mais parfois l'erreur, c'est juste de se dire qu'on confond on refait l'erreur de l'arbitrage entre la construction en interne et l'achat de solutions qui sont peut-être adaptées. Donc, nous, on a eu parfois des conversations avec des clients qui nous ont dit on va tout faire nous-mêmes, vous inquiétez pas. Et puis, 6 mois ou 9 mois plus tard, sont revenus en disant bon, en fait, il y a peut-être des choses qu'on va pas faire nous-mêmes, ou alors on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de cas à couvrir ou autant de complexité sur certaines choses. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est que quand on se concentre trop sur la solution sans vraiment réfléchir au problème, enfin, en général, on fait des erreurs. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de passer un peu plus de temps sur le problème, d'être vraiment sûr qu'on a bien compris le problème et qu'on a bien compris à quoi ça ressemblerait de le résoudre. Parce que là, en général, on est assez clair sur les pistes qui sont à favoriser. Très intéressant. Et puis après la partie aussi, c'est vrai, maintenant, ce que tu parlais, c'est difficile aussi de suivre le rythme de l'évolution de l'IA en général, des modèles et de s'adapter en continu en fait, pour l'entreprise. Donc, hyper intéressant. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton partage, ton retour d'expérience sur des cas concrets, de ta vision. C'était Je cool t'en d'échanger. prie. Ouais, Merci. merci.